Dernier conseil des ministres tenu aujourd'hui à retenir l'adoption de projets de loi permettant la réglementation de l'achat, de l'utilisation des drones civils, permettant également la gestion des armes à feu sous un seul régime juridique. Question de sécurité alimentaire dans ce journal. La deuxième session 2021 du comité technique du Conseil national de sécurité alimentaire. À l'ordre du jour, examen des rapports sur la situation alimentaire afin de répondre convenablement aux besoins. Et puis, Côte d'Ivoire, une grande actualité qui cristallise l'attention en ce moment. Laurent Gbagbo donc a été officiellement et définitivement acquitté par la Cour pénale internationale. Avec son ancien ministre de la Jeunesse, ils étaient accusés de crimes contre l'humanité liés aux violences post-électorales en 2010 et 2011 en Côte d'Ivoire. Notre correspondant permanent dans le pays est en ligne. Entretien dans un instant. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien et son ministre de la Jeunesse de l'époque, Charles Blé Goudé, sont définitivement libres des accusations de crimes contre l'humanité liées à la crise post-électorale qui a éclaté en Côte d'Ivoire en fin 2010. Plus de 3000 personnes y avaient trouvé la mort. L'acquittement des deux hommes prononcés en premier lieu en 2019 a été confirmé donc aujourd'hui. Les grands points du dossier dans cet élément de Simon Wissou. La Cour pénale internationale CPI a donc confirmé ce mercredi 31 mars 2021 l'acquittement prononcé en 2019 de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ancien ministre Charles Blé Goudé, ex-chef du mouvement des jeunes patriotes, reconnus non coupables de crimes contre l'humanité. Accusés de 4 chefs de crimes contre l'humanité, meurtre, viol, persécution et autres actes inhumains, les deux hommes ont toujours clamé leur innocence pour ces faits qui auraient été commis entre 2010 et 2011 au cours des violences post-électorales en Côte d'Ivoire qui ont fait 3000 morts. Et pourtant, tout aura été tenté du côté de la CPI. La procureure générale sortante de la Cour, Fatou Bensouda, avait interjecté en appel en septembre 2019, 8 mois après l'acquittement, souhaitant un nouveau procès. Le procès de l'ancien président ivoirien et de l'ex-leader des jeunes patriotes Charles Blé Goudé avait démarré en force en janvier 2016 avec de nombreux témoignages, la présentation de plusieurs documents et preuves. Après des années de procédure, les juges avaient notamment estimé que les preuves à charge étaient insuffisantes. Cet acquittement prononcé ouvre donc la voie au retour de l'ancien président dans son pays. Mais il faut noter que l'ex-dirigeant ivoirien avait été lourdement condamné par la justice de son pays à 20 ans de prison et 329 milliards de francs CFA d'amende pour le braquage de l'Agence nationale de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, pendant la crise post-électorale ivoirienne. La décision de la chambre d'appel de la CPI a provoqué des scènes de liesse à Abidjan, notamment Yopougon, quartier acquis à la cause de celui qu'on surnomme le Woody de Mama. Et nous retrouvons donc à présent notre correspondant sur place à Abidjan. Bonsoir Yamba Cabré. Bonsoir Sonia. Alors, on l'a vu dans le reportage donc de Simon Wissou, l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé a donné lieu à de grandes scènes de réjouissance dans certaines localités donc à Abidjan. Exactement, je me trouve en ce moment même à Yopougon, à la place CPI, qui est réputée une zone acquise à l'ex-président Laurent Gbagbo, une zone de référence pour les manifestations en faveur de l'ex-président Laurent Gbagbo. Malheureusement, ici, c'est le calme plat, mais par contre, dans des endroits indiqués comme au siège du FPI, au Deux-Plateaux, notamment dans certaines zones d'Abidjan et de l'intérieur du pays, il y a eu des manifestations de voix en rapport avec la consommation de l'acquittement du président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Est-ce qu'en dehors de ces manifestations de joie de certains partisans donc de Laurent Gbagbo, les autorités ivoiriennes ont réagi? Est-ce qu'elles ont publié des réactions officielles? Pas de réaction officielle au niveau du gouvernement ivoirien. Par contre, des institutions comme Amnesty International a produit une déclaration
Une déclaration dans laquelle, par la voix de Michel Hegel, chercheur sur l'Afrique de l'Ouest à Amnesty International, estime que les victimes des violences post-électorales de 2010 et 2014 seront encore une fois déçues de cette décision d'acquittement confirmée, ce qui signifierait pour elles que finalement il n'y aurait pas eu de responsable pour les crimes atroces qui ont été commis pendant la période électorale et post-électorale en Côte d'Ivoire. Notamment également aussi, il y a eu des réactions des partisans de l'ex-président Laurent Gbagbo, notamment à Assine d'État, parce qu'à une déclaration, l'ex-première dame, Mme Simone Gbagbo aussi a fait une déclaration. Également, le président Guillaume Soro a publié sur son site personnel une déclaration estimant que cette mesure de confirmation de l'acquittement de l'ex-président Gbagbo est quelque chose un événement qui doit lui permettre de retourner en Côte d'Ivoire parmi les siens pour participer à développement de la Côte d'Ivoire et à la construction de la réconciliation, l'avancement de la réconciliation nationale. Alors, Yamba Cabré, le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire a été longtemps annoncé. Est-ce qu'avec la nouvelle donne, avec la décision de la CPI, le sujet est à l'ordre du jour à présent, donc chez les partisans de l'ex-président? Je n'ai pas bien saisi la question. Est-ce que désormais les partisans de Laurent Gbagbo attendent qu'il rentre tout de suite dans le pays? Du côté du parti de l'ex-président, notamment l'aile qu'on appelle GOD, la liste Gbagbo-Rien, animée par des leaders très forts et très fidèles à Laurent Gbagbo, à son ministre Santé Dubé, pour cette partie des contingents des partisans. Il n'y a pas de question que le président Gbagbo ne se présente en Côte d'Ivoire dans les jours à venir. Et comme vous le savez, l'annonce de l'arrivée du président pour la Côte d'Ivoire a été et malheureusement, cela a coïncidé avec le décès de l'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko. Et le même parti a posé un communiqué pour dire que le président Gbagbo retardait et assurait son arrivée en Côte d'Ivoire par rapport au participer au deuil national. Et cette fois-ci, l'acquittement confirmé peut lui permettre aisément de prendre son pied. Merci à vous, Yamba Cabré. Nous vous retrouvons très prochainement donc dans la suite de cette actualité ivoirienne. Merci. Merci. Bonsoir. Alors nous terminons avec l'actualité en Côte d'Ivoire avant de revenir sur celle nationale au Burkina donc. Fin du suspense à l'Assemblée nationale ivoirienne. Amadou Soumaoro a été reconduit à la tête de l'institution. Les députés étaient en effet réunis hier mardi pour voter. 158 d'entre eux sur 243 votants ont matérialisé leur oui pour le président de l'Assemblée nationale sortant dont le départ avait pourtant été annoncé pour des raisons de santé. Yamba Cabré donc. À l'issue du vote, le candidat Amadou Soumaoro, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est déclaré élu président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Amadou Soumaoro vient d'être plébiscité à la tête de l'hémicycle pour la deuxième législature de la Troisième République de Côte d'Ivoire. Il bat ainsi la candidate féminine. Aussitôt réélu, il a droit à son premier discours qu'il diffère à la rentrée parlementaire les jours à venir. Vu que la rentrée parlementaire est dans 2 jours, je voudrais réserver mon allocution pour cette circonstance. Les élus de la majorité parlementaire saluent la participation de toute la classe politique à cette législature, ce qui n'était plus arrivé depuis une vingtaine d'années. Je voudrais ici dire que cette assemblée traduit l'état d'esprit des Ivoiriens aujourd'hui, qui ont une volonté manifeste de nous voir ensemble. Il s'agit donc de renouveler, on va dire, la présidence de l'une des institutions les plus importantes de la Côte d'Ivoire. C'est un sentiment de fierté de prendre part à cette importante cérémonie. Pour mieux contrer les actions de l'exécutif au profit des mandants, la population,
Il faut des débats sains et constructifs qui dépassent les carcans et les coquilles politiques, même les perspectives liées à l'âge. Nos actions de contrôle de l'action gouvernementale vont transcender tout ce clivage politique. Si nous sommes conscients que la voie qui est empruntée par le gouvernement n'est pas une bonne voie, il faut avoir le courage d'interpeller les dirigeants, quel que soit ce mot politique à l'Assemblée nationale, pour dire que cette voie n'est pas la bonne. Il faut argumenter, il faut débattre. Et croyez-moi, monsieur, c'est mieux de débattre que de faire la guerre. Et telle est notre philosophie, en tout cas pour nous, les partisans du président Laurent Gbagbo. Certains émettent quand même des réserves. Le plus important, c'est de toujours défendre l'intérêt général et la bonne gouvernance. Je regrette que le RHDP ait eu à présenter un candidat malade. Visiblement, il est malade. Visiblement, il lui sera difficile d'assumer ses fonctions de président de l'Assemblée nationale. Et la bonne gouvernance, ça fait partie aussi de ce genre de comportement-là. Les indépendants se perdent souvent dans cet océan politique, pourtant pétri de bons réflexes. Il faudrait qu'on trouve un statut particulier pour les indépendants. Parce qu'à chaque fois que des indépendants sont élus, on voit une valse de surenchère. En tout cas, je vais m'atteler à renforcer la législation pour lutter contre la fraude électorale. Parce que j'estime que c'est un crime j'allais dire presque de sang, parce que ça nous emmène des fois à des pertes en vie humaine. Après la séance inaugurale de ce jour, l'Assemblée nationale ivoirienne entame les débats en fin de semaine à la rentrée parlementaire. La séance est levée. Retour donc au Burkina. Le Conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui en séance ordinaire. Plusieurs décrets ont été adoptés avec l'introduction de 2 projets de loi à l'Assemblée nationale. L'adoption de ces projets de loi permettra de réglementer l'achat et l'utilisation des drones civils et va soumettre également la gestion des armes à feu sous un seul régime juridique. Précision avec Abdourahim Mingé. Le Conseil des ministres de ce 31 mars annonce la transmission de 2 projets de loi pour adoption à l'Assemblée nationale. Le premier vise à réglementer l'achat et l'utilisation des drones civils en prolifération dans le pays. L'utilisation donc de ces appareils devrait être soumise à une autorisation délivrée par le ministère de la Sécurité. Sa nature intrinsèque à interférer dans la vie privée ou à porter atteinte à la sécurité publique exige du gouvernement un cadre juridique clair et précis pour son achat et son utilisation. Le projet de loi, une fois voté par l'Assemblée nationale, soumettra désormais donc tout achat, tout transfert ou toute utilisation d'un drone civil à une autorisation d'achat ou de cession délivrée désormais par le ministre de la Sécurité. Le deuxième projet de loi, une fois adopté par l'Assemblée nationale, permettra de mettre la gestion des armes légères et des armes lourdes sous un seul régime juridique. Cela afin de se conformer aux engagements internationaux et se doter d'un système efficace dans la lutte contre l'insécurité. Auparavant, nous avions plusieurs régimes juridiques qui régissaient les types d'armes, soit que c'est les armes de guerre, soit que c'est les armes civiles. Par cette loi, nous avons donc un régime unique désormais qui va donc régir les armes à feu, leurs pièces, les éléments et les munitions qui sont souvent connexes aux armes. Le nombre d'armes par personne sera limité. Ça, c'est aussi une innovation de la loi. Par personne. Les infractions en cas de transfert d'armes seront élargies et plus sévèrement punies. Et l'exportation des armes de fabrication artisanale sera strictement réglementée, ce qui n'était pas le cas avant. Le Conseil a adopté des décrets portant organisation des ministères en charge de l'éducation nationale et celui de la communication. Des décrets qui permettent de prendre en compte les nouvelles attributions de ces ministères. Les changements qui sont opérés donc dans cette relecture de l'organisation du ministère de la communication visent à permettre une meilleure promotion de l'action gouvernementale et présidentielle, un meilleur ancrage du dit ministère en région à travers la dynamisation des directions régionales, la communication des relations des parlements dans l'ensemble des 13 régions de notre pays et à faciliter une maîtrise, sinon une orientation efficace des mutations technologiques dans le domaine des médias et de la communication. Dans le domaine de l'agriculture, le Conseil a adopté un décret
portant autorisation de création d'écoles privées de formation professionnelle dans le domaine de l'agriculture au Burkina Faso. Un décret portant création, attribution et fonctionnement du Comité national de pilotage des pôles de croissance a également été adopté par le Conseil. La mise en œuvre de ce décret permettra d'accélérer la transformation structurelle de l'économie du Burkina Faso. Je vous en parlais en titre. Le comité technique du Conseil national de sécurité alimentaire a tenu aujourd'hui sa deuxième réunion de l'année 2021. Il s'est agi d'examiner les rapports sur la situation alimentaire afin de définir les actions à mener pour répondre aux besoins. Le nouveau président du comité technique a, au cours de cette réunion, réaffirmé son engagement à dynamiser ce comité donc au profit des populations vulnérables. Abdourahim Nienye et Fatima Tanikema. L'objectif de cette deuxième réunion du comité technique du Conseil national de sécurité alimentaire est d'évaluer la situation alimentaire afin de mieux orienter les interventions. Une réunion qui marque la prise de fonction du nouveau président du comité technique. Il compte s'attaquer aux nouveaux défis pour assurer la sécurité alimentaire pour tous, conformément à l'agenda 2030 des Nations Unies. On va regarder la charte d'intervention. On va aussi examiner des appuis dont la CEDEAO avait apporté et comment, en termes de prêts de céréales, et comment le dispositif se met en place pour pouvoir donc rembourser tout cela. Le président sortant s'est réjoui de la dynamisation du comité technique au cours des 2 années passées à la tête de la structure. Il invite son successeur à engager une rélecture des textes. C'est un cadre qui a été créé il y a cela quelques années. On n'était pas dans le même contexte où actuellement on a de nouvelles vulnérabilités qu'il faut prendre en compte. Donc il faut relire les textes pour les actualiser par rapport au contexte sécuritaire, aux enjeux de changement climatique et d'autres besoins. Le comité technique du Conseil national de sécurité alimentaire, faut-il le rappeler, est chargé de réfléchir sur la question de la sécurité alimentaire et la gestion des ressources financières et alimentaires. L'objectif est de lutter contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle par la mise à la disposition des populations vulnérables des ressources alimentaires à travers la SONAGES et le Conseil national de secours d'urgence et de la réhabilitation CONASUR. Tournée du ministre en charge de la Santé, le professeur Charlemagne Ouedraogo était également à Koloko. Après l'étape de Bobo Dioulasso notamment, à Koloko, il a également constaté de visu les conditions de travail dans les formations sanitaires. Correspondance de Joseph Koudgou. Le ministre de la Santé à Koloko, dans le Kénédougou, une localité située à la frontière Burkina-Mali. Ici, le professeur Charlemagne Ouedraogo a encouragé le personnel soignant, mais a également déploré le comportement de certaines entreprises en charge de la réalisation des infrastructures financées par les partenaires. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de sa tournée dans le Grand Ouest. Voici que ces travaux sont inachevés, les délais sont dépassés et les gens ne s'en fichent pas mal. Des partenaires qui nous aident, ce n'est pas les fonds publics là, c'est l'aide au développement. Et on n'arrive pas à faire en sorte que très rapidement ça soit au service du peuple. Et on ne veut pas qu'on en parle. C'est pas normal. Ça veut dire que prochainement, quand on va aller demander de l'aide, qu'est-ce qu'on va dire? Mais on vous a aidé, vous n'avez même pas été capable de terminer. Voici qu'on est sous des tentes de fortune au lieu d'occuper des infrastructures dignes de ce nom, mais qui restent inachevées par l'action de nos entreprises locales. La visite s'est poursuivie avec l'inauguration du centre médical de Koloko, dont les travaux de construction sont achevés depuis 2016. Depuis le début de l'année, donc le personnel a commencé à occuper ces locaux et bientôt le médecin va rejoindre et ça sera une équipe forte de 10 personnes pour offrir les soins aux populations de Koloko ici. Nous avons visité les infrastructures qui sont des infrastructures complètes avec même des logements pour le personnel et un laboratoire, un dispensaire, des médicaments. Et nous avons vu que cette infrastructure fonctionne déjà avec l'appui des collectivités locales. Nous avons également vu que la sécurité accompagne les agents de santé en les encadrant et en assurant leur sécurité ici. Occasion pour le personnel de faire un plaidoyer et soumettre des doléances au ministre de la Santé. Les locaux là, ils ont fini depuis 2016 et c'est maintenant qu'on déménage. Ça fait que
Et à la visite, vous avez vu qu'il y a les termites qui ont rongé vraiment beaucoup de nos matériels, notamment les placards, les portes isoplanes et consorts. On n'a pas suffisamment également de lits et de matelas pour nos patients. Il y a l'eau courante qui manque. Voilà. Et comme vous le constatez également, c'est vraiment la brousse. On aimerait vraiment avoir une clôture. Là, ça allait nous permettre vraiment de travailler dans la sécurité. Le professeur Charlemagne Ouedraogo dit avoir pris acte des préoccupations énumérées et promet combler ces insuffisances afin d'assurer de meilleures conditions de travail aux agents des différentes localités visitées. Et nous parlons de sécurité routière à présent dans ce journal. Dans l'optique d'inciter les usagers de la route au respect du code de la route, le mouvement Jeunesse Unie pour l'épanouissement social organise le 2 avril prochain dans la région du Centre-Sud sa première édition de la nuit du transporteur routier. Sécurité routière, gage d'un véritable développement du transport routier et de l'économie locale. C'est donc l'angle des activités et les meilleurs transporteurs routiers de la région du Centre-Sud verront leurs efforts récompensés par le mouvement. Tout cela a été annoncé donc le 30 mars dernier. Michael Toukré. Pour cette première édition, ce sont les transporteurs de la région du Centre-Sud qui seront distingués. Une initiative du mouvement Jeunesse Unie pour l'épanouissement social. Cette nuit du transporteur vise à primer les transporteurs de la région du Centre-Sud en récompensant leurs efforts basés sur la sécurité, l'efficacité et le professionnalisme dans leurs activités quotidiennes. Récompenser le meilleur transporteur, un certain nombre de critères ont été pensés et mis en place. Et premièrement, comme critère, c'est le respect d'abord des textes légaux en ce qui concerne la circulation routière. Et ensuite, nous avons le respect même des droits humains pour ce qui concerne les transporteurs. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans le secteur du transport, un certain nombre d'inconvénients et un certain nombre de tracas vis-à-vis même de ceux-là qui se font transporter sont souvent constatés. Comme dernier critère, il y a le respect des normes sanitaires. Pour cette édition 2021 de la nuit du transporteur routier, les activités se tiendront sous le thème sécurité routière, gage d'un véritable développement du transporteur routier et de l'économie locale. L'événement va se dérouler dans le Centre-Sud, dans la région du Centre-Sud. Et c'est principalement les transporteurs du Centre-Sud qui sont pris en compte pour cette première édition. La sécurité routière est notre cheval de bataille. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que tout un chacun que nous avons à un moment été éprouvés par un accident, que ce soit nous-mêmes ou que ce soit un de nos proches. Et nous pensons que si les règles de sécurité routière ou si les règles édictées par la législation en matière de sécurité routière sont respectées, on pouvait éviter certains accidents et sauver certainement des vies. À travers la nuit du transporteur routier ce 2 avril 2021, le mouvement Jeunesse Unie pour l'épanouissement social, reconnu officiellement le 24 septembre 2020, veut insister au respect du code de la route, rapprocher la population usagers de la route aux instruments et aux agents de sécurité routière. Situation difficile à supporter pour les employés de la société Citabé. Ils ne travaillent plus depuis le 27 mars dernier. Leur outil de subsistance est désormais menacé. La raison, un différend qui oppose la Citabé donc et son ancien directeur général licencié. L'affaire est en justice et près de 600 millions de francs CFA des actifs ont été saisis. Et à la direction générale de la Citabé, l'on parle d'une décision de justice incompréhensible et les travailleurs n'ont d'autre choix que de manifester pour soutenir la direction puisqu'il y a risque de perte d'emploi. C'est ce qu'a expliqué le directeur des ressources humaines Stéphane Ouedraogo, compte rendu avec Michael Toukré. 600 millions de francs CFA, c'est le montant des actifs de la société industrielle de transformation d'acier au Burkina Faso CITAB, saisie par la justice. C'est une affaire de licenciement jugé abusif par l'ancien directeur général de la CITAB. Une saisie qui paralyse les activités de la société avec des risques de perte d'emploi puisque la société ne peut plus faire face aux charges de fonctionnement et du personnel. Cette saisie-là a porté sur le stock de marchandises, la logistique roulante et de produits finis. En somme, plus aucun département n'est en mesure de fonctionner avec les saisies qui sont opérées actuellement. À terme, c'est les emplois qui sont menacés.
il pourrait y avoir des compressions de personnel suite à cette situation-là. Il a fallu attendre au moins que le juge de la cassation se prononce avant de procéder aux saisies. On sait que le maximum des dommages et intérêts qui puissent être alloués à un travailleur dans ce cas-là est de 18 mois de salaire. Il avait un salaire de 2 millions par mois. En faisant le calcul, on ne devrait pas en être là. En dehors des humains qui n'ont pas été saisis là, tout a été saisi à la CITAB. À la CITAB, visiblement, tout est aux arrêts. Et ce sont des travailleurs qui craignent donc pour leurs emplois. Estimés à 500 employés dont les 2 tiers sont des permanents de la société. Cette saisie des actifs est une réelle menace pour la société si la situation perdure. Mobilisé au sein de la société, c'est un cri de cœur lancé par le porte-parole des travailleurs aux autorités burkinabè. On ne travaille pas, on ne pourra pas surveiller aux besoins de nos familles. Moi, je suis là depuis 2011. C'est vrai, on n'arrive même pas à joindre les 2 bouts. Si on le perd totalement, ça sera compliqué. Et je pense que je ne suis pas la seule personne dans cette situation. Donc voilà pourquoi vous sentez vraiment qu'il y a le désespoir qui se lit sur le visage de tout le monde. Vraiment, on s'inquiète. Donc on veut interpeller vraiment le premier responsable, si c'est possible, vraiment se pencher sur la question. Je sais que c'est des histoires de justice, nous on ne maîtrise pas ce domaine. Notre inquiétude aujourd'hui, c'est pouvoir conserver nos emplois. On a demandé de tout arrêter. Toute la matière première, même les camions ont été saisis. Donc vraiment, on ne sait pas vraiment ce qui va arriver. Si on ne nous aide pas, ça va être compliqué. Cette manifestation des employés de la CITAB, Société industrielle de transformation d'acier au Burkina Faso, en guise de solidarité à la direction générale, est d'exiger la reprise des activités. Le 27 mars dernier, les femmes de la région du Centre célébraient en différé la Journée internationale des droits de la femme. C'est la commune rurale de Samba qui a accueilli donc les activités. Retour sur l'ambiance de cette célébration dans ce compte-rendu de Fatimata Nikima. Discours, défilés, danse et prestations d'artistes. Ce sont là les activités qui ont rythmé la célébration en différé de la Journée internationale des droits de la femme dans la commune rurale de Samba. Un cadre également pour les femmes des associations féminines de faire la promotion de leurs différentes activités génératrices de revenus à travers le défilé. Selon la coordonnatrice de ces associations, plusieurs activités ont également été menées avant cette journée. Donc nous avons fait des sensibilisations pour que nos parents, nos frères et sœurs puissent comprendre que vraiment le Covid c'est vraiment une maladie, à se méfier et à prendre vraiment des mesures. Donc on a fait une sensibilisation et une formation sur le numérique que vous venez de voir et surtout qui est le thème du 8 mars de cette année. C'était également une opportunité pour la ministre en charge de la femme de rappeler l'importance du thème de la célébration nationale du 8 mars aux femmes. Elle a aussi exhorté ces dernières à plus d'abnégation au travail. Nous avons profité aussi voir les femmes regarder les acquis que nous avons et les insuffisances pour avancer. Et c'est le lieu pour moi de dire que la région du Centre a beaucoup bénéficié de l'accompagnement du gouvernement. Il faut qu'elle puisse rester en alerte pour continuer à s'investir elle-même et à travers elle, leur entreprise, afin de rendre les femmes plus résilientes au Burkina Faso. Quant au côté festif de la commémoration de cette date de 8 mars, dédiée à l'autre moitié du ciel, Marie-Laurence Ilboudo Marshall s'est voulu claire. Je pense que chacun a sa vision dans la vie. Il faut respecter la vision des autres. Le Djanjoma a peut-être l'air de rien pour les autres, mais important pour quelqu'un d'autre. Donc il est important que nous puissions joindre l'utile à l'agréable. Ce n'est pas des choses dissociables. Donc on peut faire du Djanjoba et réfléchir et avancer. Cette célébration qui se veut tournante dans la région du Centre a permis à plusieurs femmes de répartir les mains pleines. Rendez-vous est donné l'année prochaine dans la commune de Ouagadougou. Cinéma dans ce journal, La Cité de l'étudiant, c'est le nouveau film qui va voir le jour dans les mois à venir et qui va peindre les réalités de l'étudiant. Mais avant tout cela donc, casting le 27 mars dernier à l'université professeur Joseph Kizerbo. Les étudiants étaient mobilisés pour saisir leur opportunité donc de faire partie de ce film. Chérif Yanogo avec la voix de Fatimata Nikema.
Ils sont sortis nombreux pour prendre part à ce casting du groupe cinématographique New Seed afin de réaliser un film dénommé La Cité de l'étudiant. Il s'agit de tourner un film éducatif court-métrage qui sert à sensibiliser l'opinion publique sur les effets néfastes du manque de considération ou de respect vis-à-vis de l'étudiant au sein de la société. Selon le producteur, ce film viendra redonner la valeur d'antan à l'étudiant. Nous avons tout simplement pris l'initiative de réaliser un film qui restaure le statut social, la dignité de l'étudiant et qui permette à la fois que la communauté estudiantine donc dans son ensemble puisse du moins reconnaître les efforts des administrations universitaires dans la prise en charge de l'étudiant donc globalement. Donc sachez tout simplement que nous avons tous eu vent de nos aînés de comment l'étudiant était important pour sa communauté, comment l'étudiant était donc vu donc par les autres comme étant une personne donc digne de ce nom ou d'intérêt, mais de ce jour tout le monde passe par l'université et n'aimerait pas du tout que son passé donc à l'université vienne à le hanter ou à le rattraper, alors que nos directeurs des divers services centraux de nos jours sont tous passés ou du moins en majorité par l'université, donc beaucoup donc tardent toujours donc à accorder donc l'importance donc qu'il faut donc à l'étudiant. Un film éducatif qui se veut également un hommage aux administrations universitaires pour leur noble engagement au sein de la société, selon le producteur. Pour les représentants de la Fédération des cinéastes, par ailleurs président du jury, cela est une belle initiative pour mettre à nu l'état du milieu estudiantin. C'est une belle initiative de vouloir mettre à nu l'état par rapport à la situation de l'étudiant. Et c'est de bonne guerre de venir les encourager afin qu'on puisse faire la part des choses. Ils pensent que l'image de l'étudiant est écornée. Maintenant, est-ce qu'il faut savoir quels sont les répondants, quels sont les avantages et les inconvénients, qu'est-ce qui motive cela et comment y remédier et faire un travail didactique et permettre de sensibiliser les uns et les autres afin qu'ils puissent restaurer encore l'image de l'étudiant. Les étudiants, quant à eux, n'ont pas manqué de louer une telle initiative qui va permettre de dépeindre les réalités qu'ils vivent au quotidien. Bon, si je suis là ce soir, c'est pour le casting de la série dénommée La Cité de l'étudiant. Bon, ce film, on a appris ici que ce film est pour... Bon, ce film veut être réalisé pour valoriser un peu l'étudiant, pour donner un peu plus de valeur à l'étudiant et aussi montrer les méfaits, les situations difficiles que vivent les étudiants dans les cités universitaires et comme dans les universités scolaires. Pour la réalisation de ce film, un peu plus de 8 millions de francs CFA ont été mobilisés sur fonds étudiants. Prévu au départ être un court-métrage, il est envisagé de modifier le scénario pour en faire un long-métrage au regard de la mobilisation et de l'engouement à laisser entendre le producteur. Le clap de fin du film est prévu pour juillet prochain. Et voilà pour le film de l'actualité ce soir. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite. On se retrouve demain à 20h. Bonsoir.